Michel. Alors bonjour affairiste, aujourd'hui on se retrouve au stade Nîmes avec un titre de champion en cause aujourd'hui. Oui, tout à fait. Le titre de champion des mineurs avec Jean-Pierre juste derrière nous là, qui se prépare à mettre en cause ce titre. On vous montre la partie tout de suite. Et ça commence tout de suite sur le chapeau de roue avec 2 mines et une grande de zone. Oh, une deuxième grande de zone, 3 mines de détectées. Oh, et il a eu la quatrième, bravo. Oula, Bravo, bravo. petit temps mort, ou le 3 difficile. Et attention, oh, le coin, un coin. Oh, c'est Oh, bah, bon. c'est bon. Le 3 est désamorcé. Il a désamorcé les 3. Donc là, c'est bon. Une nouvelle zone, ça c'est bien. La petite bombe, on continue. Oh, un nouveau 3, deux nouveaux 3. Oh là là, une Oula, ligne, oula. les lignes c'est très très... Oh, deux, oh, magnifique ça. Oula, la non, petite non, erreur. non, Oula, erreur. Peut-être Recommence. fatale. En dessous, On recommence. en dessous. Oui, oui, c'est bien. Oui. Et ça fait 30 magnifique. secondes, record battu en Record 30 battu, c'est secondes. magnifique. Bravo. Bonjour, je suis Étienne Lilger ou TR Épave. Et je suis Thomas Gabuti ou TH Blender et vous regardez le JT de l'Nîmes. Au sommaire, ce mois-ci, un reportage sur Cheny. Suivi après la pub d'une interview de Monsieur Schilger. Tout ça pour finir avec le zap. Et on commence tout de suite avec le reportage. Bonjour, en même petite visite. Ah oui, C'est parti. Vous avez la monnaie? pas encore. Il faut toujours payer le visiteur à la sortie, hein. Le guide, n'oubliez pas. Allez-y, entrez. Bien. Donc, vous venez d'arriver au laboratoire de contrôle non destructif de l'Nîmes, qui est bien sûr situé un peu au dehors de l'Nîmes, qui est situé au fort de Cheny. Donc, on est à peu près à 5 km de l'Nîmes. Alors, on s'est installé ici dans les années 80, pour une raison relativement simple, parce qu'ici, on a une source radioactive. Donc, si vous avez fait attention à l'extérieur, vous avez vu un trisecteur bleu, on verra tout à l'heure un trisecteur vert. Donc, vert, c'est encore l'espoir, hein. Mais après, on aura aussi un trisecteur rouge. Et rouge, c'est la couleur du sang. Voilà. Donc, le fort, pour l'histoire, date de 1907, début de la construction de 1907, fin de la construction de 1911. Mais comme on parle de 1907, c'est un fort allemand, hein, de qualité, hein, donc il est toujours debout. Hein. Donc maintenant, on va continuer, puis on va voir un peu l'ensemble du fort. Donc vous voyez aussi qu'on est à l'Nîmes, puisqu'on a des posters pour la nuit de l'Nîmes aussi. Hein. Voilà. Donc vous reconnaîtrez sans doute quelqu'un de ma famille. Donc voilà la largeur de l'ensemble du fort. Donc on voit que c'est quand même relativement important et on a à peu près 6-7 salles. Et dans chaque salle, nous allons avoir des techniques de contrôle non destructif différentes. Alors, les salles, si on regarde, elles ont toutes à peu près la même physionomie. Donc ce sont des anciennes salles militaires. Donc là, qu'est-ce qu'il y avait? Sans doute que la commandanture devait se trouver ici, parce que c'est maintenant notre bureau. Voilà. Et puis la salle d'examen. On peut aussi remarquer que les murs sont... il y a une surépaisseur au niveau des murs. Les murs sont relativement épais dans ce sens-là. On voit qu'ici, on a à peu près 1 mètre de mur. Et malheureusement, dans ce sens-là, les murs sont trop fins. Donc on a été obligé d'augmenter l'épaisseur des murs pour, bien sûr, bloquer les rayonnements ionisants. La source radioactive est dans cette salle-là, et un peu plus loin dans la tubarium X. Alors aussi bien la source radioactive que le tubarium X sont bien sûr mortels. C'est pour ça qu'un peu plus loin, on va voir un trisecteur rouge. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de pénétrer dans la salle où on a bien sûr, regardez ici, un trisecteur rouge. Donc là maintenant, bien sûr, à l'intérieur, il y a notre source radioactive d'iridium 192. Donc les rayonnements, bien sûr, peuvent être extrêmement dangereux, mortels. Et bien sûr, les premiers effets, c'est la perte de cheveux. Mais je vous rassure, je n'ai jamais été irradié. C'est héréditaire. Donc, on va y aller. Restez bien derrière moi. Hein. Voilà. Donc, entre les mains, j'ai ce qu'on appelle un radiamètre, qui permet de voir si c'est des rayonnements ou pas. Et dès que j'arrive ici, je regarde l'appareil qui peut présenter des dangers. Donc l'appareil que vous avez ici au sol, c'est ce qu'on appelle le projecteur. C'est la source radioactive qui se trouve ici à l'intérieur de ce projecteur. Et si je contacte, voilà, on entend ici un petit bruit qui dit qu'il y a des radiations, bien sûr, au contact de l'appareil. Alors, les radiations sont
dès qu'on s'éloigne, on est bien sûr protégé. Et donc la source radioactive se trouve ici sur l'intérieur. Donc au niveau du principe, pour faire un tir radiographique, la source qui se trouve dans le projecteur va être emmenée jusqu'au plan. Alors sur chantier, cette partie-là va être dirigée vers la pièce qu'on va radiographier, et on a une manivelle ici qui nous permet de nous éloigner de 9 mètres. On peut s'éloigner ici en prenant cette manivelle, on ira dans le couloir pour que lors du tir, on puisse mettre entre la source radioactive qui va se trouver ici et l'opérateur de la radiographie des murs qui font 1 mètre d'épais pour être totalement protégé. Bien, ça y est, on s'en est sorti vivant. Donc, bien sûr, quand on respecte les consignes de sécurité qui sont affichées partout au niveau du fort de chenille, il n'y a absolument aucun risque. Donc, bien sûr, j'ai respecté les consignes de sécurité. D'ailleurs, je n'ai même pas éjecté la source. Donc, ici, comme c'est des endroits comme extrêmement dangereux, bien sûr, les portes sont toujours fermées et on met une chaîne en disant attention, c'est une zone contrôlée. Ce secteur vert, c'est un bleu, vert, rouge. Ça, c'est la partie où on utilise la source radioactive. De l'autre côté, vous avez ici la partie tube à rayon X. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder la seconde partie qui est tube à rayon X, et après je vous montrerai un résultat. Donc là, c'est la même chose, mais cette fois-ci, ça fonctionne électriquement. La source gamma a pas mal de courant électrique. Là, il faut bien sûr une alimentation électrique. Donc ça, c'est le pupitre de commande. Et bien sûr, la partie rayonnement, c'est aussi dans la salle. Et on sera protégé, bien sûr, toujours par un mur qui est très épais. Et là aussi, bien sûr, quand on regarde, on voit de nouveau le trisecteur rouge, disant qu'à l'intérieur, c'est bien sûr dangereux. Alors, c'est électrique. Donc, si j'ai les clés dans la main, il n'y a absolument aucun risque. Ah, j'ai oublié d'aller prendre mon appareil de mesure. J'ai l'appareil. Vous n'avez peut-être pas constaté tout à l'heure, mais ici, quand on rentre, comme d'ailleurs dans la salle à côté, on tombe sur un mur. C'est-à-dire qu'on a un effet de chicane. Et les rayonnements, bien sûr, ils ne font pas le tour. C'est pour ça qu'on est protégé par le mur. La porte n'est pas assez épaisse pour nous protéger. Et donc là maintenant, on a une vue sur le groupe radiogène. Donc là, vous avez un tube à rayon X. Et là, cette fois-ci, il n'y a aucun risque ici. C'est-à-dire que l'appareil ne sonne pas, puisque comme le courant n'arrive pas, il n'y a pas de rayonnement. Donc là, c'est quand même au niveau de sécurité, c'est beaucoup plus facile à gérer, puisqu'il suffit d'avoir la clé de contact. Au niveau sécurité, vous avez bien sûr, puisque c'est électrique, vous avez un coup de point d'arrêt. Si jamais ça se mettrait en route, on appuierait dessus, ça s'arrêtait tout de suite. La partie ici, c'est bien sûr la partie tube qui émet les rayonnements. Les rayonnements sont mis ici. Donc, généralement, on pose ici un film. Voilà un film. Et sur le film, bien sûr, voilà, on va mettre une pièce à radiographie. Par exemple, ici, une pièce d'aluminium. On va bien sûr la centrer. On peut faire le tir. Maintenant, on va radiographier notre pièce qui me paraît un peu plus intéressante. C'est un corps d'une ancienne F10, Renault 10. Donc on regarde une très ancienne pièce ici. On va pouvoir radiographier cette pièce-là qui me paraît un peu plus intéressante au niveau des formes. On verra le résultat tout à l'heure. Bien, maintenant, il faut sortir. Et bien sûr, celui qui a les clés sort en dernier. Il faut absolument que j'enferme personne dans cette salle. Sinon, la personne que j'enferme, qui se bien sait, là, vous êtes complètement irradié. Donc, hop, dehors, dehors, dehors. On ferme la porte à clé pour que plus personne ne pénètre. Voilà. Je suis sorti en dernier, donc plus personne n'est bien sûr dans la salle. Je remets ma chaîne. Et maintenant, on va lancer l'appareil. Voilà, donc là, on va mettre l'appareil en route. Donc voilà la clé de contact comme sur une voiture. Si vous n'avez pas de clé, vous ne pouvez pas mettre la voiture en route. On met le contact, on règle les paramètres, donc il est déjà pré-réglé. Et maintenant, on va appuyer sur Start. Alors, je ne vais pas effrayer, ça fait un peu de bruit. Voilà. L'appareil ne fonctionne pas encore. Ça prévient que ça va se mettre en route. Allez, c'est parti, ça se met en route. Voilà. Donc là, vous voyez, ça clignote. Et là, bien sûr, vous avez la balise qui dit que dans la salle, il y a des rayonnements. Alors c'est vrai, ça fait du bruit, ça. C'est insupportable. On va couper la sonnerie, d'accord. Par contre, je ne coupe jamais la lumière. Là, ça clignote au-dessus de la balise, ça clignote bien sûr aussi au niveau de la salle, pour dire bien sûr qu'à l'intérieur, maintenant, vous avez des rayonnements. Donc là, bien sûr, c'est extrêmement dangereux, il ne faut pas pénétrer. On a exactement la même chose, bien sûr, au niveau du balisage, au niveau des rayonnements gamma. Mais là, on n'a pas injecté la source gamma. C'est terminé. On récupère les clés et on va pouvoir récupérer la pièce
et développer le film pour voir le résultat. Donc voilà, on est dans la salle de cours radio, hein, donc sur le côté on a ce qu'on appelle les négatoscopes, c'est là-dessus qu'on va regarder nos différents films. Alors le film, la pièce qu'on a radiographiée tout à l'heure, on a développé le film. Bon, ça a été un peu, là ça a été vite, hein, mais il faut quand même savoir que le temps de développement d'un film, c'est à peu près 20 minutes à une demi-heure. Mais là, bon, le film est développé, on a le résultat, et on va regarder ça sur un négatoscope. Donc voilà l'image de la film vue par transparence. Et donc ce qu'on voit ici, ben, c'est des niveaux de gris différents. Les parties claires, c'est bien sûr les épaisseurs, les parties un peu plus foncées, c'est les épaisseurs un peu plus fines. Et ce qu'on peut constater ici, vous voyez, dans cette zone-là qui est normalement grise, gris clair, vous avez une tache noire. Cette tache noire correspond bien sûr à un manque de matière, donc à une rotassure dans la pièce moulée. Alors, il y en a une là, il y en a une là, il y a pas mal de défauts, mais ce cliché a été fait un tout petit peu avec une densité un peu faible, donc le film est un peu clair, mais c'était pour pouvoir le montrer. Lors de la formation, c'est plus facile à voir un film. Si on regarde un vrai film, voilà, c'est un peu plus foncé, quoi. Donc là, ben, vous avez un petit billet de 10 € qu'on a radiographié. Donc on a des choses relativement bizarres. Bon, je ne vais pas vous montrer tous mes secrets, vous les verrez quand vous viendrez au cours au Fort de Cheny. Donc toute la première partie du Fort de Cheny est bien sûr consacrée à la radiographie. Et en gros, à partir de la marque que vous avez au sol, on a les autres techniques. Donc les autres techniques, c'est la magnétoscopie, les ultrasons, après une salle de réunion par le passage avec des courants de Foucault, et tout au fond c'est le reçuage. Donc on va vite regarder juste un peu les différentes salles, et vous verrez que les salles sont toujours agencées de la même façon. Alors, juste oublié de vous dire qu'ici il y a bien sûr plusieurs personnes qui interviennent. Il y a bien sûr la formation pour les énimiens, il y a aussi la formation professionnelle, et ensuite bien sûr il y a aussi ce qu'on appelle la certification COFRET. Donc il y a trois utilisateurs, on va dire, ici, au niveau des locaux. Donc voilà la salle magnétoscopie, donc, qui est agencée de la même façon, hein. Toutes les salles sont à peu près de la même façon, toujours coupées avec des murs qui font 1 mètre d'épais. Voilà. Juste pour l'histoire, voilà, donc là, la salle magnétoscopie, avec des électroaimants, etc., puisque là on va utiliser des champs magnétiques. Et là on est dans la salle ultrasons. Donc là maintenant on va utiliser les ultrasons pour contrôler les matériaux. Donc, les ultrasons, il faut bien sûr un appareil correspond à un poste à ultrasons. Maintenant, pour faire une analogie avec le domaine médical, on est ici dans l'échographie médicale. Voilà. On est capable de voir l'intérieur des matériaux, de voir les défauts. Alors, l'échographie médicale, on va compter le nombre de doigts d'un bébé, voir le sexe, etc. Bon, malheureusement, ici, on ne peut pas voir le sexe. Hein. D'ailleurs, les pièces n'ont pas de sexe. Donc voilà la dernière technique qui est le reçuage. Donc, il y a marqué ici ne pas pénétrer avec une femme nue, flamme nue. J'ai oublié de parler d'elle. Parce qu'il y a des produits, donc on utilise des aérosols avec des gaz, et ces gaz, bien sûr, peuvent s'enflammer. Donc on a des aérations assez puissantes pour enlever tous les gaz et tous les produits un peu dangereux, et on va les recycler et envoyer à l'extérieur. Et tout de suite après la pub, l'interview de Monsieur Giger. C'est moi! Non, pas lui. C'est pas moi. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Eh bien, un matin, après avoir essayé tous les autres logiciels de CAO, je me suis dit... Prenons le pire du pire de chaque logiciel et regroupons-le dans un seul logiciel. Et on va l'appeler Créo pour que ça fasse bien putaclic. C'est précisément ce qu'il est venu nous dire. Et c'était pas un matin, c'était un soir. À 17h53, juste avant qu'on quitte le boulot. Cette nouvelle version est la version la plus aboutie de notre logiciel. Jamais nous ne sommes allés aussi loin. Là, il a bien raison. On n'a jamais fait aussi mauvais. Tout d'abord, l'installation. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec un bon nombre d'éditeurs de systèmes d'exploitation afin de garantir un démarrage le plus court possible. Pas du tout. Bah, c'est bon, Créo est en train de s'installer là. Oh, ça fait du temps ça. Tu penses? Ouais. Tu te dis là? Allez. Allez. De plus, la finalisation de l'installation est garantie sans aucune anicroche.
Attendez. Il a vraiment dit ça? Putain, il met du temps quand même l'installation du Créo. Point suivant, le démarrage. Grâce à nos nombreuses collaborations, il a été considérablement accéléré. Et désormais, il est beaucoup plus court. Et c'est quel logo pour lancer Créo du coup? C'est là. Ok. Petite bière? Allez! De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au logiciel, mais il reste notamment simple, fluide et accessible à tous. Et sinon, on fait comment pour créer un assemblage? Ah, je sais pas, moi ça fait 1 heure que je fais des ronds sur Paint. C'est joli. Et toi? Ah, de quoi? Ok. Enfin, le moteur graphique a été considérablement amélioré. Il permet désormais d'avoir des animations beaucoup plus fluides, que ce soit pour le moteur de fonderie, de contrainte, et j'en passe. Il y a un module fonderie? Je me casse. Je me casse! Mais reste là, on n'a pas fini. Non, je me casse! Cette nouvelle version de Créo est définitivement une révolution. Il est rapide, efficace, facile à prendre en main. Il représente l'avenir dans ce domaine. Donc, bonjour Monsieur Gilger. Bonjour. Je vais tout d'abord vous laisser vous présenter. Bien, donc vous avez dit mon nom, hein, donc Gilger Joseph. Alors je suis un ancien de l'ENIM. J'ai intégré l'ENIM dans 78 et j'ai quitté l'ENIM en 82 avec un diplôme d'ingénieur. Donc si vous faites le compte, le diplôme d'ingénieur à l'époque était en 4 ans. J'ai continué par un DEA, un diplôme d'études approfondies, donc, qui m'a permis de me préparer une thèse du doctorat que j'ai obtenue, si ma mémoire est bonne, en 85. Donc je suis docteur en mécanique et ingénieur. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans le monde industriel. J'ai travaillé pendant 3 ans et 3 jours, hein, c'est extrêmement précis, je ne dirais pas 3 heures, à l'Institut de soudure, alors, dans le domaine de la mécanique. Hein, j'étais un spécialiste en fatigue mécanique de la rupture. Au bout de cette période-là, un collègue de l'ENIM a voulu que je réintègre l'ENIM pour essayer de développer un laboratoire de fatigue mécanique de la rupture. Et donc j'ai intégré l'ENIM en 89, si ma mémoire est bonne, le 23 janvier 89. Voilà donc pour mon parcours. Et donc à l'ENIM, j'ai voulu enseigner d'abord de la mécanique, mais il n'y avait pas trop de place pour moi dans la mécanique. Et le directeur à l'époque, disant que je venais de l'Institut de soudure, a voulu que je me lance dans le contrôle non destructif. Et donc je me suis lancé à enseigner le contrôle non destructif, qui était à l'époque quand même relativement loin de l'école, du centre-ville, de l'île de Saucy, où se trouvait l'école. Donc j'ai commencé à enseigner le CND, les contrôles non destructifs. J'ai aussi été professeur de métallurgie. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce que j'ai fait au niveau de ma carrière à l'ENIM. Mais bon, je pense que les gens me connaissent à l'ENIM. Très bien, merci. Et avez-vous une anecdote en tant qu'élève ENIMIA ou professeur ENIMIA? Alors, en tant qu'élève, j'ai plein d'anecdotes, hein, mais bon, ça commence à être vieux quand même, hein, puisque là, je crois que je dois être du TH plus 33. Hein, j'ai dû signer cette année TH ou TS, TI, pardon, TI, très vénérable, non, très ingénieur, plus 33. Alors, l'anecdote, c'est juste le persan, parce que j'ai vraiment pas eu le droit, de ma promotion, on n'a pas eu le droit de faire le persan, parce que l'année avant moi, ils ont fait un persan du tonnet, ouais. Ça a été extrêmement, la fête a été importante. D'ailleurs, le directeur à l'époque a dit que l'école sentissait la vomissure, hein, voilà, pour vous donner à peu près l'idée du persan de la promotion avant moi. Hein. Et ça avait tellement énervé le directeur à l'époque que le directeur nous avait tous conviés dans l'amphithéâtre. Il nous a dit, ben voilà, écoutez, vous faites un persan, vous n'aurez pas votre diplôme. Donc comme on a eu peur, on n'a pas fait de persan. Donc moi j'ai pas fait mon persan, je dois être sans doute la seule promotion à ne pas avoir fait de persan. Et, mais bon, rassurez-vous, j'ai fait les 3 autres années avant de faire le mien. Voilà. Donc ça c'est une anecdote. Ensuite, bon, on aurait aussi pu parler des causes de Solex, puisque c'est à l'époque où M. Gourmand a mis en place la cause de Solex, à laquelle j'ai participé aussi bien à un moment donné comme organisateur que comme ensuite comme coureur. Quoi, hein. Donc il y a pas des photos de la Frédé sur la cause de Solex. Quoi. Et puis à l'ENIM, ce qui est quand même maintenant bien, c'est qu'on a organisé
directeur a mis en place ce qu'on appelle la remise de diplôme, chose aussi qui me manque, parce qu'à l'époque, on avait notre diplôme par le courrier, quoi, et généralement, pas tout de suite. Hein. Il fallait attendre un an, au bout d'un an, on avait un courrier qui arrivait, et dans lequel on avait notre diplôme. Là, quand même, on a un directeur qui a eu une bonne idée, et j'espère que ça va perdurer, de remettre le diplôme toujours de la même façon, donc quelque chose de très officiel, et de façon nominative, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un fait marquant, c'est un fait qui m'a beaucoup marqué à l'ENIM, et que je trouve qui doit perdurer. Le côté un peu dommage, c'est que la course au Solex, malheureusement, j'en ai parlé tout à l'heure, n'a pas continué, quoi. Voilà. La question, qu'est-ce que vous faites exactement au Fort de Cheny, hors vos cours, en dehors de vos cours? Alors, le Fort de Cheny, c'est un centre que d'ailleurs vous avez des difficultés à trouver en tant qu'élève, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je demande toujours que le premier cours se fasse avant toutes les séances de TP, et je vous remets un plan. Donc normalement, vous pouvez venir au Fort de Cheny avec ce plan. Alors au Fort de Cheny, c'est un endroit où on réalise du contrôle non destructif. Donc comme son nom l'indique, on va faire du contrôle non destructif, c'est-à-dire qu'on va contrôler les pièces sans les détruire. C'est qu'après ce contrôle-là, la pièce est toujours utilisable. Alors est-ce que c'est important? C'est sans doute primordial. Il ne faut pas oublier que lorsque vous avez un avion qui vole, vous avez des contraintes qui sont importantes, vous avez les ailes, d'ailleurs quand on regarde, elles bougent, mais c'est normal, hein. Et avec toutes ces contraintes-là, vous avez généralement des fissures qui s'amorcent et qui se propagent. Et nous, en tant que contrôleurs, on va venir contrôler ces fissures et on va les dimensionner, c'est très important, et dire que voilà, là, la dimension est critique, et la pièce, il va falloir la modifier, la changer, avant de faire repartir l'avion. Donc c'est au niveau des appareils, la maintenance, c'est extrêmement important. C'est vrai dans l'aéronautique, parce qu'on fait beaucoup de maintenance dans l'aéronautique, beaucoup de contrôle destructif dans l'aéronautique, on fait beaucoup de maintenance dans le pétrolier aussi, hein, là aussi c'est extrêmement important pour éviter les genres d'accidents Erika, hein, les boulettes de pétrole qu'on trouve encore en Bretagne. On fait aussi beaucoup de contrôle destructif dans les centrales nucléaires. Alors là c'est aussi un très grand consommateur, et n'oublions pas que nous habitons comme très près d'une centrale qui est Cattenom, quoi. Donc il faut quand même que les gens soient bien formés et qu'ils trouvent bien sûr les défauts et qu'on change surtout les pièces avant qu'elles ne cassent. Voilà. C'est bien sûr l'objectif du contrôle non destructif quand on le fait en service. Bien sûr, le contrôle non destructif est aussi fait à la fin de la fabrication pour vérifier effectivement que la qualité elle est là. Et donc au Fort de Cheny, on n'a pas toutes les techniques, parce que les techniques elles sont extrêmement nombreuses, il y en a à peu près une quinzaine, vingtaine, je pense que avec des techniques assez particulières. Mais les techniques les plus utilisées au Fort, c'est le ressuage, la magnétoscopie, les ultrasons et la radiographie. Voilà les techniques les plus fréquemment utilisées. Et donc au Fort de Cheny, on développe ces techniques, on enseigne ces techniques, et en plus, on s'assure par un examen de certification que les gens qui ont suivi la formation sont aptes à faire le contrôle. Hein, c'est quand même, dans beaucoup de domaines maintenant, on vérifie la compétence des gens. Alors nous, au Fort de Cheny, on a un centre de certification qui est agréé par un organisme français, qu'on appelle la CoFriend, et on fait ce genre d'examen. Donc, pour parler un peu des gens qui viennent au Fort de Cheny, vous avez les Énimiens, vous, pour une formation initiale. Bon, le nombre d'heures est relativement restreint, mais bon, peut-être que dans les années à venir, on en aura un peu plus. Ensuite, on a bien sûr, donc ça c'est la formation initiale. On a ensuite la formation professionnelle. Ça, ce sont des gens qui peuvent venir sur des formations longues, sur à peu près 4 semaines. En radio, c'est à peu près 4 semaines de formation. D'accord? Donc là, c'est la formation professionnelle. Donc ça, c'est des gens qui rémunèrent, hein, qui payent leur formation. Donc là, c'est quand même assez intéressant pour l'école, hein, parce que ça nous fait quand même des rentrées d'argent assez importantes. Et puis après, bien sûr, il y a aussi la partie certification. Un examen de certification, c'est comme le permis de conduire, c'est pas gratuit. Hein, c'est quand même, il faut payer l'examen. Et là aussi, c'est quelque chose qui permet de ramener de l'argent, bien sûr, à l'école pour qu'on puisse, bien sûr, continuer à faire vivre le système. Et en France, au niveau de la certification, il y a bien sûr plusieurs centres qui sont certifiés, et l'ENIM fait partie des 15 centres certifiés. Et la certification, c'est une certification selon une norme extrêmement précise, qui est la norme ISO 9712. Ce qui veut dire qu'ici, on respecte aussi bien sûr, au niveau de la normalisation, le matériel est contrôlé tous les ans, pour qu'on puisse bien sûr répondre à tous les critères d'un centre agréé par la CoFriend. Alors on sert aussi de stockage, hein, donc ça c'est toujours pour ceux qui m'écoutent, hein, principalement les Énimiens, on sert aussi de stockage pour la course au Solex. Hein. Donc j'aimerais bien qu'un jour on refait des courses au Solex et qu'on vienne récupérer ce que je stocke dans mon blocos au-dessus, quoi. Hein. Bon, les gens savent de quoi je parle. Bah, très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et tout de suite, le ZAP.
Alors du coup t'es bûcheronne, tu sais t'occuper un peu du bois. Bien sûr. Alors c'est quoi un petit bois? Oui. Ah c'est embêtant. Et comment tu fais pour construire ta cabane dans la forêt? Les épaules. Elle doit tomber s'il n'y a pas de nid-bois. Nom, prénom. Emer Nicolas. Comment? Emer Nicolas. H-E-M-M-E-R. Et Nicolas, N-I-C-O-L-A. On s'en bat les couilles. D'accord. Ici, pas à l'étranger. À l'étranger des Vosges? Oui. Ah bah ça c'est pas compliqué, il suffit de sortir de la forêt. Je viens du Maroc. Du Maroc? Où ça? Casablanca. Casablanca. Et c'est blanc la maison là-bas? Allez, 3, lay up. Moi je suis pas casquette. C'est pas grave, on a T'as vu ta copine, tu fais pareil. Un. 2. C'est à chier! À chier! Dehors! Dehors! Comment vous appelez-vous? On vous parle, messieurs! Samuel. Et mademoiselle? Lucie. Lucie comment? Le jeune. Le jeune? Oui. Tu as quel âge? 18 ans. Ça va, c'est jeune. C'est la fin de ce JT. On espère que ça vous a plu. Et il ne reste plus qu'à vous dire Éminemment, à la prochaine avec le grand jeu surprise qui est cette momie. Répondez directement sur la page Facebook. Page Facebook. Facebook. Momie. Momie. JT. Tarte. Yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow.